Merci Lila, merci à la Fondation de nous avoir invités pour parler un peu de ce que nous vivons au Burkina Faso depuis le 30 et le 31 octobre. Comme on a beaucoup parlé de plein de choses, moi je veux essayer de faire de petites touches, un peu anecdotiques parfois, mais qui permettent éventuellement d'éclairer la situation que nous vivons, peut-être à 2 ou 3 points en fonction du temps que je dispose. Comment comprendre donc l'insurrection qui est survenue dans notre pays le 30 et le 31 octobre? Il me semble, lorsque l'on regarde ça aujourd'hui a posteriori, que nous avons dû faire ce que George Soros appelle la révolution colorée, c'est-à-dire une révolution fondée sur un certain nombre de principes néo-libéraux, c'est-à-dire évidemment la démocratie, l'élection, la bonne gouvernance, donc dans le maintien évidemment de ce que l'on pourrait appeler les intérêts d'un certain nombre de structures au niveau international et capitaliste, et puis aussi l'illusion de la parole, c'est-à-dire la liberté d'expression ou ce qui peut le ressembler. Donc, mais on n'est pas allé donc véritablement vers une sorte de révolution sociale qui aurait pu permettre, en tout cas, je pense que beaucoup de gens, c'était ce à quoi ils pensaient, en tout cas, ils les espéraient. Pourquoi? Pourquoi on est resté en fait à la révolution colorée de George Soros? Tout simplement parce que la nouvelle société civile qui est aujourd'hui à la base de cette insurrection-là, parce que l'ancienne société civile, il faut le dire aussi comme ça, mais le Burkina Faso est un pays quand même de tradition de lutte, où il y a une société civile beaucoup structurée, avant même peut-être la formalisation du nom tel que nous le connaissons aujourd'hui, en 1966, autour des syndicats. Et si Nakanabo est là aujourd'hui, évidemment, c'est parce que le mouvement syndical a relativement bien structuré la lutte politique, la lutte sociale au Burkina Faso pendant des années. Sauf que ces dernières années, il me semble, et quand je dis ça, souvent mes amis ne sont pas contents, mais bon, je le dis parce que moi je regarde les choses de là où je suis. J'ai l'impression que cette société civile traditionnelle a été dépassée ou phagocytée par Blaise lui-même. Blaise avait compris les points forts et les points faibles de cette ancienne société civile, qui donc dans des revendications parfois qui ne peut pas donc, je comprends très bien, qui marque bien son territoire en le limitant sur les revendications parfois catégorielles et même totalement catégorielles. Blaise a compris, et si vous regardez l'année 2013, l'année 2014, Blaise n'a jamais autant cédé aux syndicats que ces 2 dernières années. Je me rappelle que j'ai un ami qui est enseignant, il est instituteur, il est professeur. Il m'a dit, en octobre, mon salaire a été doublé presque par 2. Et il est parti à la banque, il s'est retrouvé avec environ 360 000 francs. Parce qu'il y avait tellement d'indemnités que Blaise avait cédé. Et donc, naturellement, pour toutes ces organisations-là, il n'y avait plus de raison de lutter, puisque les revendications sociales ont été concédées. Et Blaise aussi a compris qu'il y avait d'autres structures, par exemple les musulmans, qui représentent près de 60% des Burkinabés. Au départ, ces 2 dernières années, il y a une subvention annuelle qui est donnée donc aux religieux d'environ 150 millions, si je n'ai pas encore le chiffre exact en tête. 150 millions, je pense, qui étaient partagés entre les protestants, les catholiques et les musulmans. C'était à égalité. Et depuis le CSRP, quand Blaise n'a pas pu faire passer son affaire, parce qu'il y avait une sorte d'égalité, notamment les catholiques s'opposaient donc de toutes leurs forces, à la sortie du CSRP, on a doublé la contribution annuelle qu'on donne aux musulmans. Au lieu d'avoir peut-être 50 millions comme les catholiques et les protestants, ils étaient autour de 100 millions et quelques. Sans compter les autres montants qu'on donnait évidemment aux chefs coutumiers, aux chefs traditionnels. Donc il avait de ce point de vue-là réussi à neutraliser presque tout ce qui était considéré comme la société civile traditionnelle.
Ce qui a fait que, si vous regardez, ceux qui ont lutté et ont vaincu le régime le 30 et le 31 octobre, c'est ce qu'on appelle la jeune société civile, composée essentiellement de gens qui n'avaient plus d'avenir, qui n'avaient plus d'espoir, qui se sont organisés, mais qui avaient quand même un bon niveau d'éducation, mais peu de formation politique. Et donc la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso. Ces jeunes-là n'ont pas de modèle, n'ont pas de formation politique, de culture politique. Et lorsqu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation de décision, parce que là, ils étaient en situation de contestation, ils sont en situation de décision et de gestion, évidemment, ils n'ont pas eu d'autres modèles. C'est pour cela qu'au niveau du CNT, par exemple, le Parlement, la première des choses que les députés du Parlement ont fait, c'est de se voter un salaire conséquent, 1 800 000 chacun. C'est-à-dire à peu près, si on convertit un peu à l'euro, ça doit faire environ 3 000 ou 4 000 euros. Je ne sais pas, je n'ai pas le... mais autour de 3 000 et quelques euros. Ce qui est un peu moins. 2900, ok. Donc, mais c'est dans un contexte comme le Burkina Faso, c'est énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que l'instituteur dans notre pays, il commence avec moins de 100 000 francs CFA, c'est-à-dire il n'a pas 150 euros. Un instituteur. Un professeur d'université qui commence à l'université, il commence avec 200 000 francs CFA, donc 300 euros. Même pas. Donc vous imaginez l'écart. Donc ces jeunes qui sont venus en politique comme ça, qui se sont retrouvés du jour au lendemain députés, mais ça arrangeait qui aussi? Ça arrangeait évidemment les forces qui ont récupéré l'insurrection. Il ne faut quand même pas être naïf. Hein. Blaise et ces gens là, ont réglé la question dans la nuit du 30 au 31. Quand ils ont compris qu'ils perdaient le pouvoir, ils ont eu une réunion nocturne à Kossiam, qui est donc le siège du pouvoir, et ils ont mis les dispositions pour récupérer l'insurrection. Et le lendemain, donc celui qui est décrié aujourd'hui comme étant le bras droit de Blaise, donc le général Gilbert Diendéré, qui ne pouvait pas lui-même prendre le pouvoir parce qu'évidemment il avait les mains trop sales et il était trop connoté, lié au régime, il a envoyé un de ses lieutenants, celui-là même qu'il a recruté. Parce que Zida, c'est Gilbert qui l'a recruté, depuis sous-officier, en 1995, qu'il a introduit au RSP et qui a veillé sur lui. Nous, qui sommes journalistes d'investigation, il y a 2 ans, nous avons été convoqués par le tribunal militaire parce que nous avions dit, après ceux qui suivent un peu les affaires du Burkina Faso, après 2011, et puis après l'affaire de Tuina, quand un jeune militaire déflaté par les affaires de 2011, ceux qu'ils avaient enlevé de l'armée, mais qui était véritablement un bon élément militaire, est revenu et a failli s'aimer la panique, ils ont dit que c'était Zida qui voulait faire un coup d'État. Zida a traversé le désert à cette période-là, et à un moment, nous, on en a parlé, et nous, on a sauvé la mise à Zida. Cela nous a valu d'être convoqués à la justice militaire et d'être menacés. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, et quand nous restituons les choses dans leur contexte, les gens, évidemment, comme la nouvelle société civile aujourd'hui, est très imbue de sa personnalité, parce que également de sa vacuité, parce qu'elle n'a rien compris. Elle n'a pas été formée à ça, elle est surprise elle-même, comme tout le monde, par la situation qui prévaut. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le général Gilbert a compris, et en relation aussi avec l'ambassade de France. Parce que l'ambassadeur de France a beaucoup travaillé, aussi bien avec les partis politiques, dans l'après-midi du 30 et dans la nuit du 31, et aussi, l'autre aussi, l'ambassadeur des États-Unis, le Congolais qui est au Burkina Faso. Donc, ils ont essayé d'emmailloter. Ils ont essayé d'emmailloter et donc d'essayer de diriger l'insurrection. Donc le lendemain, 31, quand les jeunes se sont rassemblés, après les morts éventuellement, et qu'ils ont décidé que Blaise ne pouvait plus rester au pouvoir, en fait le travail avait déjà été fait. À 8 heures, moi personnellement j'étais informé par le général Gilbert Diendéré que Blaise partirait. Donc quand les gens étaient en train de s'exciter autour de l'état-major général, en fait,
la décision avait été globalement déjà faite, il suffisait simplement de la formaliser. Comme une nouvelle expression qui est née chez nous après les histoires de Sinaï, il suffisait simplement de l'opérationnaliser. Voilà, c'est ça qui restait à faire. Donc, je l'avais envoyé Zida. Zida est parti. Et quand les gens ont commencé à parler, en fait, la décision était déjà faite. Il suffisait simplement que le prétexte soit trouvé. Et ceux qui se rappellent savent très bien. Moi, je rappelle toujours ce contexte-là. Le matin à 9h30, quand les éléments de la société civile, composés d'un élément du palais citoyen ou deux, parce qu'il y avait Maître Herbeka, il y avait le professeur Ouada, qui grenouille, voilà, donc il y avait CGD, il y avait qui d'autre, j'oublie, il y avait Smoky. Donc quand ils sont arrivés, Zidane leur a posé la question, 3 questions, il leur pose 3 questions. Il demande aux jeunes, mais il demande à ceux qui sont venus, si l'armée prend le pouvoir, est-ce qu'il va avoir le soutien populaire? Ils disent oui. Si l'armée prend le pouvoir, est-ce que ce ne serait pas pour donner au général Lougué? Les gens disent, mais nous on ne s'occupe pas de ça. 3e élément, je voulais encore la troisième question. Si ça me revient, je vous dirai, mais je ne sais plus. Quand les gens ont répondu oui à ces 3 questions, ils ont dit, Zida a dit, ok, on y va. Et c'est là qu'ils sont partis faire la proclamation sur l'espace public. Donc la chose était déjà réglée, à la limite. Mais ils ont assez intelligents. Ce qui a posé comme problème, en fait, c'est que les forces organisées, moi je le regrette fondamentalement, la société civile traditionnelle n'a pas été au diapason. Pour une fois, au lieu, elle a lutté, naturellement, on ne peut pas contester ce que la CGTB a fait au Burkina. C'est énorme. On ne peut pas nier ce que le MLHP a fait. C'est énorme. Mais, in fine, ils ont été doublés. Je n'ai pas compris. À un moment, ils se sont mis probablement en retrait. Peut-être aussi qu'il a fallu changer de génération. Il n'y a pas eu de renouvellement aussi dans les instances. Donc, il faut considérer aussi que les gens se sont appauvris par rapport à ils ne se sont pas mis en contexte. On pourrait peut-être dire qu'on n'a pas changé de logiciel. Le logiciel n'a pas été renouvelé, donc tout ça a fait que finalement, la vraie société qui s'est structurée pendant longtemps, qui a travaillé au changement, quand le changement est venu, il n'était pas là. Et donc, pour ne pas tout parler, voilà les éléments. Rapidement aussi, la question de l'armée, on la pose aujourd'hui, la question de la justice, la question de la transparence. Moi, je me dis, je le dis, je l'écris très souvent, moi, je ne comprends pas cette transition-là, fait ce qui est difficile, ou bien veut faire ce qui est difficile, alors qu'elle peut faire des choses simples. Parce que les choses simples, là, c'est quoi? On dit, quand vous rentrez, quand vous êtes nommé, ou en tout cas quand vous occupez les fonctions de chef d'État au niveau gouvernemental, la première des choses que vous faites, la déclaration de vos biens. Ça fait bientôt 6 mois, personne ne déclare ses biens. Sauf un, Luc Marius Idriga, qui n'est pas au gouvernement. Cafalo a fait, personne ne le connaît. Parce que c'est ça. C'est la question de fond, c'est ça. Personne n'a. Donc, quand je dis les choses les plus compliquées, je ne sais pas pourquoi on s'attaque sur les choses les plus compliquées. Alors qu'on peut faire simple. Deuxième élément, on vient de signer un pacte de la justice. Moi, ça me pose problème personnellement. Je me dis, ce que la loi n'a pas résolu. Parce que pacte, moi, ça me renvoie à une sorte de camorra, une entente tacite, machin. Et ceux qui n'ont pas signé le pacte ne sont pas engagés. Moi, personnellement, je n'ai pas signé le pacte, donc personnellement, ça ne m'engage pas. Je veux dire, ce que la loi n'a pas résolu, il y a quand même un certain nombre de dispositions législatives qui sont très simples, qui existent dans le pays. Il faut plutôt les appliquer au lieu d'aller faire des pactes. Moi, j'attends de voir. Si ça marche, tant mieux, j'en doute. Et en plus, pour vous dire toute la vérité, c'est que même ceux qui vont être élus en octobre, la plupart n'étaient pas partie prenante des États généraux de la justice. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas signé le pacte. Le pacte ne va pas les engager. C'est la même chose des réformes politiques qui sont actuellement, qui sont actuellement à l'œuvre. Quand vous regardez la composition des commissaires de la réforme, beaucoup
ceux qui sont considérés, en tout cas ceux qui sont appelés à prendre les rênes du pouvoir en octobre, ne sont pas suffisamment représentés. Je pense que M. Sankara d'ailleurs l'a dit à une des émissions sur une radio nationale, il dit mais on fait des réformes pour qui finalement? Oui. Toute la question, c'est on peut faire des choses. Et on a tardé par exemple à mettre en musique ou à mettre en mouvement la justice sur des questions relativement simples. Je peux comprendre que souvent un certain nombre de procédures judiciaires sont difficiles à mouvementer. C'est pour cela, personnellement, je pense que ce n'est pas l'état général tel qu'on l'a conçu pour la justice qu'il fallait faire, c'est de réfléchir notre système judiciaire. Nous avons calqué le système judiciaire français qui est inapte dans notre contexte. Même en France, vous trouvez que c'est le plus bon, vous voulez le changer. Nous, au moment où vous dites que vous allez changer le vôtre, nous on s'enfonce encore là-dedans. On fait encore même chose que vous. Je pense que honnêtement, il faut qu'on. La question de fond, du point de vue de la question judiciaire, le système, il faut le réfléchir autrement. Si on ne le réfléchit pas et on ne l'adapte pas, on ne le socialise pas ou on ne le machine pas, éventuellement on va courir derrière des chimères. Parce qu'on n'aura jamais suffisamment, tel que vous l'avez conçu, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour le remplir. On n'aura jamais suffisamment d'argent. D'ailleurs, l'anecdote qui est racontée pendant les états généraux auxquels j'ai participé, il y a ce qu'on appelle, quand il y a eu l'affaire Norbert Zongo, l'Union européenne, par l'intermédiaire évidemment avec l'appui de l'ambassade de France, a essayé d'aider à équiper la justice burkinabé. Donc il y a eu un fonds de l'Union européenne qui est venu et dans lequel il y avait ce qu'ils appellent le kit judiciaire, c'est-à-dire que quand un nouveau magistrat est nommé, il vient prendre fonction, on lui donne un kit dans lequel il a tous les manuels de procédure et tout ça. Il y a 2 ans semble-t-il, le projet est fini et les nouveaux magistrats qui sont nommés, qui sont recrutés maintenant, n'ont plus ça. Donc c'est une aberration. Quand vous n'avez pas les moyens de faire les choses en fonction de vos moyens, réfléchissez, trouvez un système qui s'adapte à votre moyen. On en a, on peut le faire. Sauf qu'on a la paresse, ou je ne sais pas quoi. Il y a un problème avec ceux qui ne va pas dans le cadre. Peut-être pas seulement au Burkina, mais je me dis aussi sur l'ensemble de l'Afrique, sur ces questions essentielles de base. La justice telle que nous l'avons formatée, telle que nous le réfléchissons, qui est donc une pâle copie de ce qui se fait en France, on n'aura jamais suffisamment les moyens de le rendre performant et efficace. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut changer autre chose. Rapidement, pour ne pas que Nida me rappelle à l'ordre, je voulais dire la question de l'armée. Aujourd'hui, il y a un autre débat aussi qui se mène dans notre pays. Faut-il, oui ou non, éventuellement que les militaires, qu'on permette aux militaires de se présenter comme candidats aux élections à venir. Moi, je trouve personnellement, et c'est une de mes positions aussi, je trouve que le débat tel qu'il est posé, il est mal posé. Parce que c'est une sorte de vainqueur, c'est une sorte de justice de vainqueur, à l'opposition, si on peut l'appeler comme ça. Parce que c'est cette société civile-là, avec un certain nombre de personnes qui essaient de codifier des dispositions par rapport à l'armée. Moi, je pense qu'il faut réfléchir l'armée beaucoup plus, en allant sur des éléments beaucoup plus profonds et structurels. C'est pas parce qu'on va interdire aux militaires de se présenter aux élections qu'on résout la question de l'armée au pouvoir. D'autant entendu qu'il y a au moins 3 éléments sur lesquels il faut prendre en compte. Moi, je le dis, nous avons au niveau des Burkinabés une question aussi sociale. Je veux dire, il faut remonter quand même à nos racines. Il faut comprendre aussi d'où nous venons. Quoi qu'on dise, le commun des Burkinabés a ce qu'on pourrait appeler une sorte d'amour pour l'ordre. Ce n'est pas un peuple qui aime le désordre, ce n'est pas un peuple qui... Et donc, pendant longtemps, même quand on regarde un peu la composition des royaumes qui ont constitué le Burkina Faso, le royaume Ouaga, toutes les questions se font autour de la question militaire. Ce sont à la limite un peu les militaires qui créent, qui machinent. Donc, quand vous venez d'une population aussi profonde sur cette question-là, vous ne pouvez pas résoudre les questions comme ça tant que vous ne avez pas très bien réfléchi.
Je suis aussi dans un pays où le modèle jusqu'à présent, c'est Thomas Sankara. Quoi qu'on dise. Bon, si vous dites que les militaires ne peuvent plus faire la politique, alors que vous, jusqu'à présent, ce que nous avons pu sécréter comme élément de valeur, du point de vue de la représentation, c'est quand même les militaires, il faut quand même commencer à s'interroger. Et donc, réfléchir les choses autrement, beaucoup plus profondément que de les prendre un peu de façon superficielle. Voilà un peu les points que je voulais jeter un peu au débat. Maintenant, bon, merci. Merci.